Wesh les gens, c'est Revive. Et bienvenue dans cette dernière review du manga le plus symbolique de tous les temps, j'ai nommé Jojo Lion. Et oui, après 2 ans de review et 1 an et demi de review mensuelle, cette grande aventure arrive enfin à son terme. Je suis vraiment ravi d'avoir pu couvrir cette partie jusqu'à la fin, comme j'ai toujours voulu le faire. C'est en ayant atteint le cap des 10 000 abonnés que cette dernière review sortira, si ce n'est pas symbolique. Pour marquer le coup, cette review a certes mis légèrement plus de temps à sortir, mais c'est parce qu'elle sera bien plus conséquente. Car en effet, en plus des habituelles parties résumées et review, je profiterai de cette vidéo pour donner un premier avis à chaud sur la partie, et ce sans texte, histoire de vraiment donner mon ressenti, encore une fois je précise, à chaud. Je me ferai un avis définitif quand j'aurai relu l'intégralité de la partie. Mais ce n'est pas tout. On a en effet eu des informations sur ce qui semble être sans trop de doute la partie 9, infos sur lesquelles je reviendrai dans une partie dédiée au cours de cette vidéo. Cette review sera donc divisée en 4 parties principales, et évidemment, vous avez le sommaire pour vous y retrouver. Si vous n'êtes là que pour avoir des infos sur la partie 9 par exemple, vous pouvez d'ores et déjà aller à la partie en question. Enfin bref, assez blablaté, voici la cover de Ultra Jump qui était tant attendue, et bordel qu'elle est belle. Outre le fait qu'elle soit un peu trop remplie à mon goût, même si ça passe bien mieux sur la version clinée, avec ce Josuke portant un drapeau fièrement, avec un arrière-plan rempli de références à Jojo Lion et même aux anciennes parties, avec même le masque de pierre. Si ça c'est pas un superbe hommage à la fin de cette 8ème partie, c'est vraiment très réussi comme cover finale. Et j'ai hâte de découvrir si le dernier tome gardera cette direction artistique ou non. Également, on le savait depuis longtemps, et ça me hypait beaucoup, on a eu le droit à une page couleur. La dernière remontait quand même au chapitre 84. Et bordel, mais quelle page couleur! Sans grande surprise, il s'agit de la couverture du chapitre. On a donc le droit à une superbe double page, représentant notre duo de tourtereaux avec Yasuo d'un côté et Josuke de l'autre. Tous deux dans une position ultra classe, et avec des tenues vraiment sublimes et remplies de détails. Cette cover est encore une fois remplie de références à la partie plus le masque de pierre, en plus de se payer le luxe d'avoir des couleurs absolument fantastiques et une composition magistrale. Vraiment, Araki a tout donné pour quitter Jojo Lion en grande pompe, c'est vraiment la grande classe. D'ailleurs, des mecs ultra déter ont réussi à retrouver la référence de ces illustrations, en l'occurrence, un magazine Vogue datant de 2007. Enfin voilà. Je ne regrette donc absolument pas d'avoir commandé ce jump final en version physique, j'ai hâte de pouvoir savourer ces sublimes illustrations de mes propres yeux. Allez, tout ça c'est bien beau, mais il s'agirait de parler du chapitre. La cover vous la connaissez, et quant au titre, il s'agit de l'incident Radio Gaga partie 2. Un peu dommage pour un chapitre final d'avoir un nom si simple, mais bon, à tout moment ça changera lors de la parution en tome, comme pour Headless Calamity qui s'était changé au Wonder of You. On s'attend donc à voir la suite et la fin de ce fameux incident dans le passé, et il me tarde de savoir où est-ce que tout ça va nous mener. Êtes-vous prêt à vivre la fin de Jojo Lion en ma compagnie? Cette fin sera-t-elle à la hauteur? Que signifient ces étranges flashbacks? Est-ce qu'on aura toutes les réponses à nos questions? Comment vont finir nos héros? Il est maintenant temps de retourner à Morio pour la dernière fois. On reprend donc sur l'attaque de cette fameuse rambarde. Lucie est piégée, et est à 2 doigts de se faire engloutir aux côtés de ce pauvre chauffeur qui n'avait décidément rien demandé. Mais, tout à coup, elle va voir une sandale, celle de Fumi, qui s'est alors élancée à sa rescousse. Il va réussir à la tirer d'affaire, tandis que le chauffeur va définitivement se faire écrabouiller. Alors que Fumi remarque que la barrière a l'air consciente, Lucie s'excuse de l'avoir impliqué là-dedans, et étayera les dires de son compagnon en disant que cette rambarde est une forme de vie consciente, agissant comme pour garder quelque chose. Lucie va soudainement se mettre à éternuer, et le chauffeur encore conscient et totalement en lambeaux va attraper nos héros, les suppliant de l'amener à l'hôpital. La rambarde va elle aussi se mettre à parler, et dire que c'est inhumain d'abandonner leur ami de la sorte. Fumi sera attrapé et étranglé par les viscères du conducteur, mais arrivera à tenir en se cramponnant de toutes ses forces, malgré d'énormes effusions de sang. Mais pas pour longtemps, car il se fera de plus en plus aspirer par le corps du conducteur, dénudant au passage sa nuque, laissant entrevoir une marque en forme d'étoile à cet emplacement. Alors que c'est vraiment la merde, Lucie crie à Fumi d'enclencher le moteur, car selon elle, il en est capable d'où il se trouve. Et en effet, Fumi va lâcher un Hora, faire comme exploser la voiture pour attraper une prise électrique, et la projeter dans la voiture grâce à des ronds sortant de ses bras pour mettre le contact, j'imagine, et ainsi faire démarrer la voiture pour la faire s'écraser dans la rambarde, permettant ainsi à Fumi de se sortir de là. Pour ce faire, il va sortir des claqueurs et attaquer à grands coups de Hora Hora, détruisant ainsi complètement la barrière et la voiture avec. Il va prendre Lucie sur ses épaules et s'enfuir en courant, tandis que cette dernière lui demande son nom, ayant tiqué sur sa marque de naissance.
Il dira qu'il se nomme Joestar, Joseph Joestar. Il n'est autre que le petit-fils de Johnny et Rina, qui vit avec lui à la ville S. Évidemment, nous on comprend tout de suite d'où lui viennent ses ronces et ses claqueurs. Son stand n'est autre qu'Armit Purple, qui s'est trouvé un corps humanoïde en même temps, et les claqueurs, une référence à son alter ego de l'univers originel. Lucy se remémorera la Steel Ball Run lors d'une sublime planche, tout en apercevant un étrange homme à la coupe de champignon et aux épaules couvertes d'oursons en peluche, en train de récolter ce qui semble être sans aucun doute du Lokakaka. Et oui, notre Toru national nous fait donc chier depuis des décennies. L'on apprendra ensuite que Lucy mourra à 65 ans des suites d'une maladie pulmonaire, RIP, et que Joseph était rentré aux États-Unis pour s'occuper d'elle avant qu'elle ne succombe. Il fut contraint d'y rester de nombreuses années en raison de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a permis de rencontrer en 1952 une femme nommée, sans grande surprise, Suzy Q, avec qui il aura une unique fille, évidemment Holly. Après un rapide rappel sur l'historique de la famille Gashikata, l'on retrouve nos deux tourtereaux dans le présent, sortant de l'hôpital emplis de remords. Ils n'ont rien pu faire pour Holly. Eva Mezuko ainsi que Kyo ont succombé dans cette terrible bataille. Il n'y a plus de Lokakaka à Morio. Ils rencontreront une femme avec son enfant, dont Yasuo ramassera le téléphone tombé, qui se révélera être la mère de Josefumi. L'occasion pour Josuke de remarquer qu'elle est passée à autre chose, et que c'est aussi son cas. Ses premiers souvenirs, ce sont ceux de ce jour-là, où il est sorti de la Terre. Il ne retrouvera pas la mémoire, et la chercher en vain ne mènera à rien. Il n'est ni Josefumi, ni Kira, il est Josuke. Josuke Gashikata. Une personne propre, avec ses propres émotions, ses propres souvenirs, et son propre caractère. Yasuo annoncera qu'elle est rentrée dans le téléphone de la mère de Josefumi avec Paisley Park, et qu'elle y a vu de nombreuses photos de son fils, montrant qu'elle ne l'a pas oublié, et qu'elle le recherche encore. Elle terminera en disant qu'elle a appris que le nom de Josefumi venait d'une sandale que le grand-père de Josefumi avait trouvée par terre avec ce nom écrit dessus, et que c'est pour ça qu'il a baptisé son petit-fils de la sorte. Il s'agit évidemment de la sandale de Joseph, comme si ces deux familles étaient destinées à se rencontrer depuis le début. Josuke et Yasuo iront au café de la maison de fruits Yashikata, où les attendent tous les membres de la famille, afin de fêter la fin de cet éprouvant combat, et la sortie de l'hôpital de Noriske le lendemain. Il est donc vivant. Se trouve sur la table une ribambelle de superbes gâteaux. Le choix du gâteau doit être le bon, car il doit signifier le nouveau départ de la famille Gashikata. Ainsi, Josuke représentant ce nouveau départ, c'est à lui que reviendra le choix du gâteau. Alors que la famille a du mal à contenir ses larmes, tous les membres demandent à Josuke de choisir pour eux. Josuke va donc se lever, afin que la famille commence leur dégustation tous ensemble, celle du nouveau départ. Yasuo va quant à elle quitter la pièce, laissant Josuke avec sa nouvelle famille, celle qu'il a définitivement acceptée en tant que membre légitime. C'est sur cette scène au ton doux amer, mais à la fois remplie d'espoir et de tendresse, que se termine la partie 8 de JoJo's Bizarre Adventure, Jojo Lion. Bon, et bien, voilà, c'est fini. C'est la dernière review. J'avoue être un peu sous le coup de l'émotion, car je me rends compte que cette fin est extrêmement belle en écrivant cette review. Vraiment, elle m'a foutu mal quand même. Enfin, avant d'en parler, je vais devoir revenir sur les autres aspects du chapitre point par point, à commencer par la suite et la fin du flashback avec Lucy et Fumi. C'était vraiment hyper intéressant comme passage. On a eu le droit à pas mal de fanservice, d'explications et de scènes stylées. Déjà, on sait ce qu'est la rambarde. Il ne s'agit ni d'un stand random, ni de la base servant à l'émergence des murs qui voient. Les théories faites lors du chapitre précédent tombent donc à l'eau, mais la réalité est en fait parfaitement logique. Ces yeux présents sur la rambarde, ça veut pas dire que ça a un lien avec les murs qui voient, mais tout simplement qu'il s'agit d'un être vivant. En l'occurrence, cette rambarde est une espèce d'homme-rocher métallique. Ça fait sens. Décidément, cette espèce n'a pas fini de nous surprendre. Et si elle attaque les gens, c'est parce qu'elle est en réalité alliée avec Toru, et qu'elle agit comme une sorte de chien de garde pour ceux s'approchant de ce territoire sur lequel on trouve le Lokakaka. C'est confirmé par l'apparition de Toru lors de ce flashback, en train de ramasser des branches de Lokakaka. En gros, Toru fait comme il a toujours fait. On l'a souvent vu utiliser des insectes ou autres créatures rochers pour se défendre, et c'est encore une fois le cas ici, avec une rambarde lui permettant de récolter son Lokakaka en toute tranquillité. Il est d'ailleurs quasi certain que Radio Gaga est le nom de cette rambarde, dans la lignée des autres créatures rochers de Toru. Je trouve que c'est une superbe explication, parfaitement cohérente et assez classe. Si ça se trouve, la mort de Lucy quelques années plus tard était due à une calamité qui se serait lancée sur elle à ce moment-là, mais bon, je divague un peu. D'ailleurs, ça m'a vraiment fait kiffer de revoir Toru. En plus de vraiment me surprendre, je m'attendais pas à le revoir ici d'un coup.
Ça nous montre encore une fois que Toru est à la recherche du nouveau Lokakaka depuis extrêmement longtemps, et qu'il est en effet au centre de beaucoup d'événements de Jojo Lion. Bref, en plus de son rôle, j'adore la manière dont cette rambarde fonctionne. Le coup du truc qui déchiquette ses victimes tout en les gardant conscientes, pour en attirer encore d'autres à l'intérieur en faisant monter leur niveau de culpabilité, c'est juste méchamment brillant. En plus, c'est d'un gore. Araki nous a encore sorti une de ses idées incroyablement farfelues, mais bordel que ça marche. J'adore cette rambarde de rocher, putain. Allez, j'ai fini d'encenser ce truc, je vais maintenant revenir sur notre duo de héros du passé, et bon sang qu'on en apprend des trucs. Déjà, et ça, dès que j'ai vu la marque apparaître, je l'ai tout de suite compris. Fumi est bel et bien Joseph. La théorie venant de Delka dont je vous avais fait part lors de ma précédente review était donc vraie, c'est vraiment énorme. Fumi est donc bien une japanisation du nom Joseph, comme avancé dans la théorie. GG à tous ceux qui avaient trouvé ça, c'est hyper rare qu'une théorie Jojo Lion se valide, alors profitez-en pour bien flex comme il faut. Il possède donc de nombreux points communs avec notre Joseph original, qui font bien plaisir pour le fanservice. Il utilise des clackers, n'hésite pas à user de la technique légendaire des Joestar pour se sortir de situations délicates, est un homme à femme, parce que oui, sa copine du flashback n'est pas la Suzuki avec qui il se mariera plus tard dans cet univers. Et surtout, il possède un stand similaire à Hermit Purple. On ne sait pas s'il porte le même nom, mais en tout cas, à quelques différences près, le fonctionnement a l'air d'être similaire. On peut noter qu'il possède une apparence humanoïde vraiment très stylée, et qui fonctionne sûrement comme Stone Free et Doggy Style visuellement, en mode quand il déroule ses lianes, ça fait dérouler le stand entièrement. J'aime beaucoup cette idée en tout cas. En termes de famille, ce Joseph occupe la même place que celui de l'univers originel. Il est le petit-fils de Jonathan et de Rina, est marié à Suzy-Q car resté aux États-Unis en voulant prendre soin de Lucy Steele et bloqué par la guerre, et a donc eu une fille unique, Holly Joestar de naissance. Tout concorde, à la différence près qu'il n'a visiblement pas eu d'aventure lors de ses 60 ans pour avoir un fils caché, à moins que ce soit le Jojo de la partie 9 ou Josefumi. Je me demande si son père George est mort à sa naissance, car on sait qu'il vit avec sa grand-mère Rina, et que c'est elle qui l'a nommé ainsi. Ça ferait un autre point commun sympa avec son homologue. En tout cas, j'aime énormément Fumi. Son histoire, son chara-design, son stand, c'est définitivement un superbe ancêtre pour Josuke, et une superbe version de Joseph qui, même s'il n'a été présent qu'un court instant, m'aura vraiment fait kiffer. Parlons maintenant un peu de Lucy. Outre le fait qu'elle n'a absolument pas 60 ans, faut arrêter Araki, je l'ai encore une fois beaucoup apprécié dans ce chapitre. Je trouve particulièrement touchant le fait que lorsqu'elle remarquera la marque de naissance de Josefumi, elle lui donnera des indications pour qu'il se sorte de là, se doutant sûrement qu'il a un stand, au vu de la marque des Joestar. C'est comme si elle avait une confiance innée en cette famille qui l'a sauvée autrefois. D'ailleurs, la case où elle se remémorera la Steel Ball Run au moment où Joseph lui parle de son grand-père et de son ami transporté sur le Pacifique, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Un peu terrible qu'elle meure si tôt, cela dit. Repose en paix. En espérant que c'est pas à cause de la calamité de l'autre connard. Pour parler du combat en tant que tel, j'ai trouvé ça sympa de par la mise en scène, la révélation du stand de Joseph et l'idée de la rambarde, mais je trouve que c'était quand même un peu confus. Genre, j'ai pas compris comment Joseph a réussi à actionner le moteur. Ok, il prend un câble, et le branche dans une prise du tableau de bord de la voiture, ce qui met le contact et la fait démarrer. J'avoue n'avoir aucune connaissance en mécanique, donc si ça se trouve ça fait sens, ou alors c'est juste une capacité de son stand. Si vous pouviez m'éclairer dans les commentaires, ça me ferait super plaisir pour ceux qui ont compris. Enfin voilà. C'était très stylé comme fin de flashback, avec un combat et des concepts vraiment cool, des révélations et un lore vraiment intéressant, en plus d'offrir une bonne dose de fanservice bienvenue, ainsi qu'un petit instant émotion avec l'évocation de Johnny et Jairo. Ça nous a permis d'en savoir plus sur les origines de Josuke, et sur la structure de la famille Joestar de cet univers. Et c'est plus que bienvenu. Après ça donc, on a eu le droit à un petit récap concernant l'histoire de la famille Higashikata, puis le retour au présent. J'ai beaucoup aimé cette idée de... On revient sur les origines des deux familles centrales de cette histoire, Joestar et Higashikata, pour revenir dans le présent, où les deux sont concernés. Et ce retour au présent va donc évidemment m'amener à parler de la fin. Tout d'abord avec la première scène, celle de la sortie de l'hôpital. Elle commencera en nous apprenant que Mamezuku et Kyo sont morts, et Collie n'a pas pu être sauvée grâce au Lokakaka, et, à défaut d'être morte, se trouve donc sûrement toujours dans un état critique. On imagine que cette scène se passe quelques jours après la fin du combat, et que Yasuo et Josuke ressortent de cet hôpital après avoir été rendre visite à Norisuke et peut-être à Holly, ainsi que pour s'assurer de la mort de Mamezuku et Kyo probablement. La mort de ces deux personnages me dérange un peu, parce que je trouve qu'aucune des deux n'est particulièrement marquante, et c'est très vite passé sous le tapis. 2-3 cases où on les voit c'est pas suffisant. Pas d'esprit s'en allant dans les nuages, comme à l'habitude de Jojo, et ouais, je trouve ça dommage. Pour ce qui est d'Holly, je sais pas encore quoi trop en penser. D'un côté je trouve ça con que Josuke n'ait pas réussi à atteindre son objectif en la soignant, mais d'un autre côté, je me demande si c'est pas en accord avec ce que veut raconter la partie.
Jojo Lion, c'est une histoire à propos de différents camps. Différents humains qui se sont foutus sur la gueule pour mettre la main sur un artefact leur permettant d'assouvir leurs ambitions personnelles. Aucun des personnages présentés ici n'était particulièrement vertueux, et encore moins Josuke qui ne voulait le Lokakaka que pour sauver Oli, pour ses intérêts personnels donc. Je vois ça comme la punition de Josuke, qui, malgré tout ce qu'il a fait, n'a pas réussi à mettre la main sur le Lokakaka, car il ne le méritait pas. Ce fruit aura apporté finalement plus de mal que de bien. Et maintenant qu'il a disparu de Morio, tout le monde paye les pots cassés et les retombées de cette lutte sanglante, montrant la vénalité et la cruauté des humains lorsqu'on leur offre la possibilité de mettre la main sur un artefact puissant, défiant les limites de la logique. C'est finalement une morale assez similaire à Steel Ball Run et son cadavre sacré, qui a encore une fois fait plus de mal que de bien chez les humains. On pourrait limite se demander si le Lokakaka ne revenait pas de droit aux hommes rochers, étant donné que leur métabolisme est en accord avec ce dernier, et qu'ils comptaient également l'utiliser au service de la médecine, pour le bien commun. En vrai de vrai, je pense qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là, par rapport à la relation entre humains et hommes rochers, et leur conflit pour le Lokakaka. Lorsque je ferai ma relecture, je m'attarderai bien sur ce propos, car il est certain que Jojo Lion raconte quelque chose de fort à propos de l'humanité et de leur rapport au pouvoir et à la nature, avec un sous-texte bien plus profond qu'on ne le croit. Enfin bref, on va remettre les grosses analyses à plus tard, pour l'heure, je vais continuer la review de cette fin. Nos deux tourtereaux vont donc rencontrer la mère de Josefumi, et ce sera l'occasion pour Josuke d'atteindre le stade final de son évolution. En l'occurrence, il va pleinement s'accepter comme Josuke, car c'est ce qu'il est. Une personne avec une volonté et une personnalité propre. Ses souvenirs ont débuté le jour où il est sorti de terre, et ça ne sert à rien d'essayer de ressasser de vieux souvenirs perdus. C'est un développement parfaitement prévisible. J'avoue que ça ne m'a pas spécialement touché parce que j'ai déjà vu plein d'autres œuvres aborder le même propos, mais c'était objectivement plutôt sympa, et c'était vraiment une belle scène, avec des cases vraiment symboliques. Par contre, j'ai pas compris ce qu'a dit Yasuo à propos des rêves qu'il a fait sous terre. J'ai l'impression que ça sort de nulle part, et j'espère que c'est pas une justification à l'arrache pour expliquer le Flashback Man et autres trucs du genre. Attention Araki. À part ça, j'ai beaucoup aimé le fait que Yasuo ait fouillé au téléphone de la mère de Josefumi, montrant que cette dernière cherche toujours son fils. C'est très triste, et l'un des aspects qui donne le goût doux amer de cette fin. Également, l'origine du nom Josefumi est incroyable. Il s'agit du grand-père de ce dernier, qui a trouvé la sandale perdue de Joseph, sûrement dans les alentours de l'incident Radio Gaga, et qu'il a tellement aimé les caractères présents sur cette dernière, qu'il a nommé son petit-fils de la sorte. Bizarre que ce soit les grands-parents qui décident du nom de leur petit-fils, mais bref, on s'en fout. Ce qui est intéressant avec cette anecdote, c'est que ça montre que ces deux familles sont liées par le destin depuis le début, qui résultera en une fusion des deux avec Josuke. C'est très fin. Beaucoup peuvent passer à côté, mais le symbolisme est là, et très intéressant. D'ailleurs, pour ce qui est de Josefumi, il y a une théorie comme quoi son grand-père serait Joseph qui aurait encore commis un adultère, et qu'il serait donc l'équivalent du Josuke de cet univers. Pourquoi pas, ça expliquerait sa marque. Allez, il est maintenant temps de revenir sur la scène finale de Jojo Lion, celle avec la famille dans le café de la maison de fruits Higashikata. Et celle-là, bordel, oh là là qu'elle est brillante. Les symbolismes sont juste dingues. Je les ai déjà assez explicités dans la review, mais le gâteau qui représente un nouveau départ pour Josuke, la famille qui retient ses larmes, l'acceptation de Josuke en tant que membre légitime de la famille, et ce même par Joshu, pauvre Joshu d'ailleurs, avec son bras qui me fait de la peine, Yasuo qui s'en va à la fin, c'est juste hyper émouvant et larmoyant. Et je trouve ça particulièrement brillant de terminer une telle partie sur une scène de vie tout ce qu'il y a de plus tranquille, annonçant le retour de la tranquillité chez nos personnages, et le nouveau départ de la famille Higashikata. Vraiment, lors de ma première lecture, j'étais circonspect face à cette fin, et c'est parfaitement normal, parce que les fins Jojo sont toujours perturbantes. Imaginez avoir découvert la fin de Stone Ocean ou Golden Wind à l'époque de leur parution, je suis pas sûr que vous les auriez considérés comme des chefs-d'œuvre dès la première lecture. Cette fin, à la manière des autres du manga, nécessite une certaine réflexion et un certain recul pour bien la comprendre et l'apprécier. Et bordel, quelques heures après, je me rends compte de la justesse et du symbolisme de cette dernière. C'est vraiment très fort. GG Araki. Ce qui me fait le plus kiffer, c'est ce côté doux amer, que j'ai rarement vu aussi bien réussi qu'ici. On sent que c'est fini, et que tout le monde ira de l'avant, mais que le prix à payer pour cette paix était extrêmement coûteux. De chaque côté. Dans ce prix d'ailleurs, on retrouve donc les 4 morts principales de Jojo Lion. Jobin, Mamezuku, Kei et Kato. Toutes assez brusques, il est vrai, et j'aurais aimé un peu plus de mise en scène. Et encore une fois, c'était peut-être pour appuyer le propos de Jojo Lion et le côté complètement chaotique du combat contre Wonder of You. Enfin voilà, j'adore cette fin.
même si elle n'est pas parfaite, et que j'ai quand même une grosse déception. Bordel, mais Josuke et Yasuo auraient mérité un baiser. C'est pas du tout un caprice de fanboy ou quoi, mais sérieux, leur relation est teasée depuis le début du manga, et juste un simple baiser dans une case, ça n'aurait pas été compliqué. Araki, tu forces, bordel. C'est pourtant toi qui disais vouloir les voir heureux. Peut-être qu'ils finiront par se marier et que leur enfant sera le jeu de la partie 9, mais pour l'heure, c'est la déception. En parlant de la partie 9, et avant de passer à mon avis global sur la partie, où j'évoquerai notamment le fameux sujet sensible des mystères, je vais revenir sur les infos qu'on a sur la suite de JoJo. Parce qu'évidemment, on peut théoriser. Et on a eu des trucs intéressants dans cette Ultra Jump. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette partie 9 ? L'info vient directement du message d'Araki dans cette Ultra Jump, remerciant pour ses 10 ans de JoJo Lion, et nous donnant rendez-vous, je cite, après une courte pause pour JoJo Lands. JoJo Lands donc. Qu'est-ce que ça peut être ? Évidemment, tout le monde pense à une partie 9, et moi aussi. C'est un nom pour l'instant provisoire, mais j'avoue que j'en suis pas très fan. Ça fait un peu redite avec JoJo Lion, en plus d'avoir le même diminutif. Et puis on dirait un peu un nom de parc d'attraction. Mais... s'il s'agit bien de la partie 9 de notre manga favori, où est-ce qu'elle pourrait bien se passer ? Qui serait le JoJo principal ? Alors, j'ai vu énormément de gens penser à Fumi, comme je l'avais évoqué dans la précédente review. Du genre, une partie 9 se passant avant JoJo Lion, avec Fumi comme héros principal, ayant pour but d'enquêter à Morio et ses alentours, pour résoudre tous les mystères de JoJo Lion. Cette idée est sympa. Ce serait très original pour JoJo d'avoir une partie se déroulant avant la précédente, et ça permettrait de répondre aux quelques questions laissées en suspens. Cela dit, ce n'est pas ce que j'espérerais personnellement. En vrai, j'en ai un peu marre de JoJo Lion et son lore, et je trouverais ça dommage d'avoir une partie aussi liée à la précédente. La principale qualité de JoJo, c'est d'avoir des parties qui se suivent, certes, mais qui sont toutes uniques et originales, avec une toute nouvelle trame scénaristique à chaque fois. De plus, suivre Joseph ne me paraît pas vraiment intéressant. Si j'aime beaucoup le personnage, reste que c'est un personnage qu'on connaît, avec un stand déjà connu, et il en va de même pour son histoire et sa vie, qui nous est racontée dans ce chapitre. En termes de surprise et de découverte, c'est pas très intéressant. Et puis ouais, je trouve ça peu pertinent de revenir dans le passé. C'est jamais arrivé dans JoJo au sein d'un même univers. En autre hypothèse, j'ai vu des gens dire que ce serait le crossover ultime tant attendu. Enfin, pas attendu par moi en tout cas. J'ai toujours pensé que cette idée de partie crossover avec tous les JoJo n'aurait aucun sens. Sérieux, on n'est pas dans un jeu random fait pour le fanservice. On parle de la 9ème partie de JoJo, la vraie. Non, moi ce que j'adorerais, mon rêve de fan, ce serait une partie se passant évidemment après JoJo Lion, où l'on suivrait le fils de Josuke et Yasuo, ou même n'importe qui en vrai je m'en fous, dans une nouvelle aventure se déroulant en France, ou dans quelconque autre pays. Mais pas à Morio, j'en ai ma claque de cette ville. Ce nouveau JoJo pourrait pourquoi pas partir à la recherche du Lokakaka dans les îles du Sud évoquées par Josuke, ou encore en expédition pour découvrir de nouvelles paumes du diable, avec de nouveaux artefacts puissants, similaires aux cadavres ou au Lokakaka. D'où le titre énigmatique de JoJo Lands. Pourquoi pas ? Ça développerait encore plus le lore de JoJo Lion, tout en nous faisant voir du pays. J'aimerais aussi beaucoup une partie futuriste pour faire de la science-fiction, ce serait original pour JoJo. Si ça se trouve, JoJo Lands n'est pas la partie 9, mais un projet totalement différent, comme une série de spin-off. Ce serait cohérent avec le titre au pluriel, et ça me ferait kiffer de découvrir plein de petites histoires avec tous les personnages de JoJo. Je sais bien que c'est peu réaliste, et que ça a genre 10% de chance d'arriver, mais j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, rien à voir, mais petite parenthèse. En parlant de spin-off, un manga mettant théoriquement en scène Josuke 4 et All Horse, oui, arrivera cet hiver. Il sera écrit par Kohei Kadono, l'auteur de Purple Ace Feedback, et dessiné par Karasuma Tasuku, derrière No Guns Life. C'est assez surprenant, et je me demande bien ce que signifie la mise en scène de ces deux personnages, mais je dis oui. C'est cool d'avoir enfin des mangas spin-off dessinés par quelqu'un d'autre qu'Araki. Je ne sais pas si le style de No Guns Live rendra bien, mais toujours est-il que Kadono au scénario, c'est très bon signe. On a déjà le droit à un visuel très joli, dans lequel on voit un aperçu du style graphique. J'ai l'impression de voir du fanart, parce que c'est hyper rare de voir des produits JoJo officiels non dessinés par Araki. Cela dit, je ne remets évidemment pas en cause le travail de Tasuku. C'est normal que ça perturbe. Pourquoi pas ? C'est assez surprenant comme proposition, car le duo est très spécial et inattendu, mais j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Peut-être que ce seront deux histoires séparées, ça paraîtrait plus logique. Revoir Josuke va vraiment me faire plaisir en tout cas. Entre ça, la partie 9, la VF, les 3 nouveaux épisodes du drama Rohan annoncés récemment, bordel qu'on est gâté en cette année 2021, qui est d'ores et déjà absolument légendaire pour JoJo. J'espère au passage que Delcourt feront un effort aussi bien sur la publication de spin-off, pour qu'on puisse trouver ce dernier en France, que sur le rythme de publication de la série principale, car ça ferait chier d'avoir le premier tome de la partie 9 en France, tandis qu'ils seront au 5ème au Japon. Enfin voilà. Peu importe sur quoi portera cette partie 9,
Je suis extrêmement heureux de cette annonce. Où est-ce que ça va nous amener? Quel sera le héros? L'antagoniste de cette partie? Quelles autres idées encore plus tordues sortiront-elles de l'esprit fou d'Araki? Comment le style de dessin évoluera? C'est extrêmement grisant de découvrir une nouvelle partie, vraiment. Déjà qu'assister à la fin de Jojo Lion c'était fou, mais alors en découvrir une nouvelle, j'ai si hâte putain. Il est probable que celle-ci soit la dernière, ou au moins l'avant-dernière selon sa durée. On peut aussi bien partir sur une partie très longue à la Jojo Lion Stable Run, que sur une partie plus courte et tranquille, pourquoi pas. Je pense que ça fera le plus grand bien à Araki, après qu'il ait écrit la partie la plus dense et complexe de sa carrière à ce jour. Je pense désormais que Jojo fera partie de ses œuvres à s'étendre avec son auteur, tant notre homme est toujours autant passionné et débordant d'imagination. Longue vie à Araki, et j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il nous pondra avec ce Jojo Lands. Gardez cela dit toujours en tête qu'on n'est toujours pas sûr du fait que ce sera bel et bien une nouvelle partie, mais si c'est le cas, comptez évidemment sur moi pour en faire des reviews mensuelles. Je ne vous garantis pas que je couvrirai l'intégralité de la partie, mais je le ferai tant que je peux et tant que j'en ai le temps. Ce ne sera dans tous les cas pas le mois prochain qu'elle commencera. Araki a eu annoncé une courte pause. Qu'il se repose bien, ça lui permettra de reprendre des forces pour ce projet à venir, et il en va de même pour moi, qui a besoin de repos après ces presque 2 ans de review hebdomadaire. Voilà. Maintenant que j'ai évoqué la partie 9, j'en ai désormais fini avec cette review du dernier chapitre de Jojo Lion. J'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous invite à me faire part de votre avis sur le chapitre et sur cette fin en commentaire. Pour ma part, c'est un honneur de voir mon nom apparaître dans le dernier chapitre. Maintenant, je vais partir en impro pour donner mon avis à chaud sur cette 8ème partie de Jojo, parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on assiste à la fin d'une partie, alors autant faire les choses comme il faut. Et bien voilà, ça y est, la review est terminée, on va se retrouver du coup pour mon avis à chaud, en improvisation. Voilà, j'ai évidemment des notes, mais j'ai pas de texte, parce que voilà, pour donner mon avis sur des choses comme ça, sur une partie en entier, je pense que c'est plutôt cool de faire ça en impro, surtout que voilà, je suis à chaud. Si un jour je ferai un avis plus construit, etc., à froid, là je l'écrirai, mais là voilà, c'est à chaud. Je vais revenir sur tout ce qui m'a marqué lors de la partie, toutes les choses sur lesquelles je dois revenir, à commencer par les mystères. Voilà, je l'ai évité dans cette review, parce que je voulais parler des mystères librement, pas écrire un truc parce que ça aurait été trop compliqué. Alors faut savoir que les mystères c'est vraiment l'un des problèmes principaux de Jojo Lion, dont on parle depuis des chapitres et des chapitres depuis un an et demi, et je dois dire qu'à ce propos j'ai beaucoup cogité, j'ai beaucoup changé d'avis à propos des mystères de Jojo Lion, et vraiment je n'ai cessé d'y penser au cours du mois dernier, en mode est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, à quel point est-ce que ça peut impacter la qualité de la partie, etc. En vrai, je trouve que tous ces mystères, c'est pas si grave que ça. Franchement, après réflexion, je me dis que c'est pas hyper grave, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, la plupart des mystères qui ne sont pas expliqués, ce sont pas des mystères spécialement graves en réalité. Genre, je veux bien admettre qu'il y ait eu des changements de plan en cours d'écriture, des idées qui étaient oubliées par-ci, par-là, et en vérité, je pense qu'il y a pas mal de mystères qui ont été implicitement expliqués ou qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de la partie. Donc oui, voilà, ce n'est pas si grave que ce que je pensais, il y a pas mal de mystères qui étaient dans la fameuse grille des mystères de Vishkujo, là, il y en a pas mal là-dedans qui finalement sont pas spécialement hyper pertinents, ou en partie expliqués. Je pense notamment au fameux flash forward, l'un des plus importants à expliquer selon moi, qui en fait a une explication plutôt cohérente. Je vous invite à aller voir le thread de Delka que je vais mettre en description, où il nous explique en fait que ce flash forward est divisé en 2 axes temporels. En fait, il y a 2 parties qui se passent à 2 moments différents. La première partie où on voit Tsurugi qui est avec la famille, qui rigole, qui joue, etc. Et la deuxième partie quand on le voit qui monte les escaliers, avec le fameux monologue sur le pouvoir du stand, machin, tout ça, et où il va mettre son père inconscient du coup dans le sac mortuaire. Ça expliquerait ce flash forward qui en fait ne serait pas un flash forward unique qui se déroulerait pendant tout le long, mais qui serait en fait divisé en 2 parties, probablement dans le but de berner le lecteur, pour le mettre dans le doute, lui faire pas trop comprendre ce qui se passe. Enfin bref, c'était un peu le but de ce flash forward à la base, vu que je rappelle qu'il apparaît au début de l'arc Wonder of You et que son but était un peu de nous mettre dans le flou. Donc comme Delka dit, c'est peut-être un peu maladroit de la part d'Araki, mais c'est possible que ce flash forward soit divisé en 2 moments dans le temps, ce qui expliquerait pourquoi la famille a l'air aussi joyeuse alors qu'il y a le daron qui est mort là-haut. Voilà. Le problème du coup, parce que oui, même si je dis que les mystères c'est pas très grave, le problème avec ça, c'est qu'en fait, c'est de la théorie, voilà. Les mystères de Jojo Lion, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on a absolument... Enfin, pour la plupart, on n'a pas d'explication directe. La plupart des explications qu'on a pour ces mystères-là, ce sont des théories. Et ce qui est compliqué, du coup, de savoir, c'est est-ce que Araki
a bien prévu tout ça dans sa tête, et on est trop fort, etc., on a tout compris? Ou est-ce que Araki lui-même ne voulait rien raconter, ou alors il s'est perdu à droite à gauche, est-ce qu'il a fait une erreur globalement, et c'est juste nous qui extrapolons avec des théories qui ne sont peut-être pas justes? Peu importe la réponse à sa question, moi c'est une manière de faire un récit qui me dérange un peu, parce que moi en fait ce que j'aime beaucoup dans les récits à mystère comme ça, c'est être brainfuck à chaque révélation. Genre quand je veux une révélation qui est cohérente, qui est logique, je suis en mode wow putain c'est vraiment trop fort. En fait j'adore les récits où on nous montre explicitement que tout est cohérent, que tout est lié du début à la fin, et forcément j'ai du mal à me projeter dans un Jojo Lion qui, on le sait, a des pistes qui sont inexploitées. Le flashbackman, on va pas se mentir, peut-être que c'est un des rêves que Josuke a fait quand il était sous la terre, comme Yasuo l'a évoqué, etc. Moi je pense que c'est une piste inexploitée, et du coup on a du mal à discerner les choses qui sont en effet des pistes inexploitées, des pistes oubliées, et les choses qu'Araki a vraiment prévues dans sa tête, et ça fait que bah, j'ai vraiment du mal à me créer un déroulé des événements dans ma tête, à faire des théories qui sont cohérentes. J'ai un peu du mal avec la narration de Jojo Lion et des trucs qui manquent selon moi. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, c'est peut-être un petit peu confus, mais en gros j'aurais préféré que tous les mystères soient expliqués pour qu'on soit certain qu'il y ait vraiment une signification qui soit stylée derrière toutes ces choses-là, que ce qu'on a actuellement, à savoir une interprétation qu'on a à faire nous-mêmes, sans savoir si l'auteur a vraiment planifié tout ça en fait, et c'est un peu avec ça que j'ai du mal. Cela dit, encore une fois je me répète, les mystères c'est pas si grave, il y a pas mal de mystères qui sont vraiment explicables assez logiquement, qui sont implicitement expliqués, ou qui sont vraiment pas graves, pas importants pour la narration globale. Les trois gros mystères qui selon moi devaient être expliqués absolument, à savoir le flash forward que je vous ai déjà expliqué, les murs qui voient ainsi que Go Beyond, peuvent avoir des explications qui sont cohérentes et assez logiques. Les murs qui voient, on n'a pas plus de détails, mais on peut supposer sans trop de problème que c'est une autre paume du diable, tout simplement. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de développer ça de fou, quoi. Et pour ce qui est de Go Beyond, ça reste pour moi très mal amené, Go Beyond, pour être honnête. Je pense que ça aurait mérité plus de build-up, parce qu'en effet, Go Beyond, je pense que c'est un pouvoir qui est inné chez Josuke, mais on a un peu l'impression que ça sort de nulle part, en fait, et c'est dû à absolument aucune construction quant à ce pouvoir. Mais surtout, ce qui me dérangeait avec Go Beyond, c'est mais comment est-ce que Mamezuku, il connaît ce truc? En fait, je pense que l'explication est bien plus simple, comme beaucoup me l'ont fait remarquer sur Twitter. Il y a en effet une séquence dans le combat contre Urban Guerrilla, où il remarque qu'à l'intérieur des bulles de Josuke, il y a des fils qui tournent. Et ça se trouve, c'est à partir de ce moment-là qu'il en a déduit comment marchait le pouvoir de Josuke, et qu'il a pu lui faire développer Go Beyond. Ça se trouve, c'est absolument pas un Zeppeni, c'est juste qu'il a vu ce truc-là à ce moment-là, et qu'il n'a pas à chercher plus loin. Cela dit, ça reste assez mal amené Go Beyond, parce qu'il n'y a pas de construction à ce propos, et aussi parce que le coup de Mamezuku qui parle à travers les pensées de Josuke, on sait toujours pas comment est-ce qu'il lui parle à ce moment-là, et ça fait que j'avais vraiment du mal à m'investir, et que j'avais du mal à comprendre d'où venait Go Beyond exactement, et que ça a vraiment pas eu l'impact que ça aurait dû avoir. Les power-up dans Jojo, pardon, des fois c'est très bien réussi, comme la rotation d'or, qui est vraiment parfaite, comme Gold Esperance Requiem, qui sont deux power-up qui ont été expliquées, construites tout au long de ces parties, mais des fois ça marche moins bien, ça sort un peu de nulle part, comme Star Platinum qui peut arrêter le temps juste parce que c'est le même type de stand que Dio, enfin que The World, ou encore la rotation explosive qui selon moi est un peu mal amenée. Et donc ça c'est encore un des symptômes de la narration de Jojo Lion, c'est qu'on nous explique rien, qu'on nous laisse tout imaginer, et du coup ça fait que des pouvoirs qui sortent comme ça de nulle part, et ben on a justement l'impression que ça sort de nulle part et on n'arrive pas à s'investir. Voilà, de toute façon j'avoue que j'ai oublié beaucoup d'éléments sur le lore de Jojo Lion tant il est complexe. Je pense que d'ici un an, quand le tome 27 sortira en France, je ferai une relecture, et là je pourrai définitivement juger de tout ça. Est-ce que ces mystères sont importants pour le récit? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été implicitement expliquées, qu'on n'a pas forcément tiquées? Et finalement, est-ce que tout se tient globalement du début à la fin? Je pense qu'il me faudra une relecture complète pour juger de tous ces mystères-là. En tout cas, voilà, c'était long, mais je me devais de revenir sur ces mystères qui est vraiment la plus grosse préoccupation de Jojo Lion. C'est pas pour rien s'il y a autant de gens qui voulaient qu'une partie 9 se passe avec Fumi pour qu'on ait des réponses à Jojo Lion, c'est bien qu'il y a un problème dans la narration. Donc voilà, je suis revenu dessus, je pense que selon moi, c'est pas si grave que ça d'avoir autant de choses non expliquées, et que ça ne nuit pas à l'appréciation de cette partie, mais que c'est un peu dommage et que la partie a quelques petits problèmes dans sa narration. Voilà. Bon, pour parler plus globalement de la partie maintenant, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette partie. En réalité, je trouve que si on enlève ces petits problèmes de narration,
et de lore, surtout c'est plutôt des problèmes de lore que de narration, parce que la narration est plutôt sympathique. Je trouve que c'est vraiment une partie assez folle, qui m'a beaucoup plu, et ce pour énormément de raisons. Déjà, je trouve qu'il y a énormément de très bons personnages dans Jojo Lion. Je pense évidemment à tous les membres de la famille Gashikata qui sont tous fous, qui ont tous de superbes relations. J'aime énormément le fait qu'ils se cachent mutuellement leur stand. Évidemment, en termes de héros, c'est très très bien. C'est un bon Jojo, je trouve, Josuke. C'est pas mon préféré, mais franchement, il est très très cool. Il a un stand que j'aime beaucoup, Soft & Wet, c'est vraiment un stand qui avait pas mal de capacités différentes. Il y avait aussi le truc de enlever les sens au début qui était un peu oublié, mais ça c'était vraiment très stylé. Puis même, il y a beaucoup d'utilisations très intelligentes à faire avec ces bulles. Je suis pas très fan de Go Beyond, comme vous l'avez compris, mais c'est quand même un stand que j'aime beaucoup. Pour ce qui est de Josuke en lui-même, c'est pas un Jojo qui m'a marqué de fou furieux, mais je l'aime bien, je suis très attaché à ce Jojo parce que je l'ai suivi pendant extrêmement longtemps. Vraiment, on peut très facilement s'identifier à lui, parce que tout comme lui, ça va être au cours de la partie qu'on découvrira la vérité sur son identité, sur ses souvenirs, etc. Et vraiment, cette identification à Josuke, elle est vraiment très très bien faite. Et ouais, franchement, il a un très bon développement. J'aime beaucoup le fait qu'il passe d'amnésique un peu débile au début à un mec vraiment déterminé qui aura le droit à énormément d'instants badass, qui fera tout pour sauver sa mère, etc. Également, c'est pareil, son évolution finale, en mode il est accepté au sein de la famille Gashikata, il arrête d'essayer de se chercher des anciens souvenirs pour s'assumer en tant que Josuke, qui est vraiment, je trouve ça très très beau, très basique j'ai envie de dire, mais très très beau quand même. Et puis ouais, il y a aussi une petite ambiguïté morale à la Johnny un peu en ce qui concerne ses motivations, donc ouais, j'aime vraiment beaucoup Josuke. Pour ce qui est des alliés de Josuke, bah, j'aime bien Mamezuku, je trouve qu'il est un peu introduit sur le tard, et rien que pour ça, je pense que j'aurais du mal à dire que Jojo Lion est une partie à crew. Je pense que c'est plus une partie à différents personnages à droite à gauche qui s'allient ensemble. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de crew spécialement défini dans Jojo Lion. Bien évidemment, il y a le duo Yasuo-Josuke qui est vraiment excellent. J'aime énormément leur relation et l'évolution de cette dernière, ils sont trop trop mignons. Bien sûr, j'aurais aimé que ça déboule sur un baiser à la fin, parce qu'Araki nous a tellement teasé ça pendant tout le long, le fait que ça n'arrive pas, ça m'a un peu déçu, je l'avoue. Mais voilà, ça reste une très bonne relation. Le trio Mamezuku, Yasuo, Josuke, du peu qu'on l'a vu, marche vraiment très très bien. Et ouais, franchement, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de crew défini de personnage, j'aime beaucoup parce que du coup ça fait qu'on a un Josuke qui est très polyvalent. Puisque à un moment il va faire équipe avec Joshu, un moment avec Mamezuku seul, un moment avec Noriski, un moment avec Yasuo. Et j'aime bien parce que ça renouvelle un peu les personnages, et c'est très bien. Je peux aussi soulever le fait que c'est une partie dans laquelle on retrouve pas le schéma basique de un crew de personnages, un duo de personnages contre des antagonistes, parce que là en fait cette partie elle est bien plus axée sur un espèce de combat de clans. Il y a plein de différents clans, plein de différentes factions qui se battent dans un objectif commun, à savoir récupérer le Lokakaka, mais avec des motivations différentes. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup chaque camp ont ses ambitions qui sont développées, et ça change un peu vraiment d'un antagoniste-protagoniste classique. On retrouvait ça un peu dans SBR, là je trouve que c'est encore plus mis en valeur, et franchement j'ai adoré ça, le fait d'avoir plusieurs factions de personnages, ça rend vraiment très très bien. Également, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer dans les personnages de Jojo Lion, c'est qu'on a eu le droit à beaucoup de retours de personnages, notamment sur la fin, qui étaient vraiment très très marquants, des très très bonnes scènes assez hypantes, toujours assez justifiées. Je parle évidemment de Kato, du retour de Kei Nijimura, du retour d'Ojiro Sasame. Franchement, c'est très très cool, des retours de personnages qui font toujours autant d'effets, et qui vraiment faisaient bien monter la hype à chaque fois, donc ça j'ai beaucoup aimé. Également en termes de personnages, je pense que Jobin mérite clairement la médaille d'or du meilleur personnage de Jojo Lion selon moi. C'est un des plus gros points positifs de la partie selon moi, ce personnage à lui tout seul. Je le trouve tellement juste, tellement bien écrit, tellement rayonnant, j'adore le suivre. Franchement, son évolution elle est parfaite. C'est pour moi le meilleur personnage de Jojo Lion et de très très loin, franchement. Je retiendrai Jobin. Et ouais, c'est mon GOAT de la partie sur tous les points. Vive Jobin, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. J'ai déjà assez développé dans mes reviews de Tom pourquoi je le trouve si bien, mais vraiment vive Jobin. Pour ce qui est des méchants, je les aime vraiment bien. Toru, j'avais un peu de mal avec lui au début, mais finalement je le trouve assez marquant de par son introduction qui est légendaire évidemment, l'aura de mystère qui dégage, son charisme, sa mort que je trouve malgré tout particulièrement réussie, et son stand de fou furieux, Wonder of You, vraiment, je l'adore. C'est un personnage qui a des ambitions qui sont assez cool, à savoir récupérer le Lokakaka pour élever les hommes rochers à leurs conditions, à une espèce de condition suprême, élever son espèce à une condition un peu suprême, si c'est bien ce que j'ai compris. Moi, ce que je lui reproche à Toru, c'est d'avoir un développement assez minime en fait, parce que oui, d'accord, on sait globalement quels sont ses objectifs, mais son mode de pensée est pas assez développé.
Il n'y a pas de grandes tirades qui sont là pour expliquer ses motivations, etc. Si ce n'est un peu à sa mort, mais c'est pas suffisant. En fait, on te montre que ses ambitions en surface, et je trouve que ça creuse pas assez la personnalité et les différentes facettes de Toru, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit plus présent, qu'il ait plus de présence, plus de phrases et de scènes cultes, enfin bref, ce à quoi chaque antagoniste de JoJo a le droit, ce à quoi Toru aussi a eu le droit, mais d'une manière un peu moindre quand même. Mais voilà, ça reste un antagoniste que j'aime plutôt bien, voilà. J'en garde un très bon souvenir de lui parce qu'il est charismatique, il a un chara design que j'adore, et surtout, il a un de mes stands préférés du manga entier. Donc ouais, c'était sympa, il y a aussi son opposition avec Josuke qui est très intéressant, parce que là où Josuke, lui, se trouve des nouveaux souvenirs, veut oublier ses anciens souvenirs, lui, il considère que les souvenirs c'est extrêmement important, Toru, il ne fera que le rappeler à Yasuo, les anciens souvenirs qu'ils ont ensemble, etc. Bref, il y a une très bonne opposition entre les deux qui est, encore une fois, primordiale pour un récit de ce type. Une bonne opposition entre antagoniste et protagoniste, c'est vraiment important. Et pour finir avec les méchants, j'aime beaucoup le fait qu'on ait d'abord les petits dealers qui se servent du Lokakaka comme d'une contrebande, puis ensuite des médecins en fait qui se servent du Lokakaka pour faire avancer la médecine, pour faire avancer le respect des hommes rochers. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie montée en puissance hyper agréable, et que dans les deux cas les méchants sont extrêmement marquants. Je veux dire, on a quand même Wu Tomoki, Tamaki Damo, Toru, pour Tom, qui sont vraiment des méchants extrêmement marquants. Et en termes de cast de méchants, je trouve que JoLion est vraiment excellente. Et vu que j'adore les méchants, tant mieux si c'est réussi. Maintenant, pour parler un peu des stands, c'est une partie qui regorge d'excellents stands. Encore une fois, Wonder of You, l'un de mes préférés de tous les temps. Soft and Wet, Paper Moon King, Ozone Baby, Speed King, encore plein d'autres, je peux pas tous les citer parce qu'ils sont vraiment tous excellents, je trouve. Il y a quelques stands qui sont un peu des redites d'anciens stands, comme évidemment le Love Love Deluxe de Carrera. D'ailleurs, oui, Carrera, ça me fait penser qu'il y a aussi beaucoup de personnages qui sont un peu à part des méchants et protagonistes, mais qui sont quand même très cool. On les voit peu, mais genre les personnages comme Carrera, Kira, Josephumi, même Joseph, on les voit peu, mais ils sont vraiment très cool, et c'est bien d'avoir une telle diversité dans les personnages. Bref, les stands sont très très bons, ça permet d'offrir des combats de fous furieux. Je pense évidemment à Vitamine C, à Bandit's Way, que j'ai trouvé vraiment très bien. Pareil pour Blue Hawaii, un combat très dynamique. Et évidemment, le combat contre Ozone Baby, voilà, le combat pour la branche au verger, extrêmement épique, extrêmement intense, où on voyait vraiment tous les camps finalement s'affronter en même temps. Il y avait vraiment un côté Flèche Requiem lors de ce combat qui était vraiment incroyable, et je pense que c'est l'un de mes préférés de la partie, juste derrière évidemment Wonder of You, qui est un combat final que je trouve absolument incroyable, vraiment. Il est hyper intense, il est rempli de bonnes idées, notamment le découpage sur deux plans, les insectes, l'ambiance avec le flash forward, l'introduction de combat, etc. C'est un combat qui est hyper long, qui est hyper bien développé, et qui est hyper bien réussi. Bien sûr, il y a un petit point négatif que je trouve à ce combat, c'est évidemment Go Beyond, qui pour moi est très mal amené, mais à part ça, c'était très très bien. Encore une fois, très très bien découpé, très très beau. Jojo Lyon, encore une fois, voilà, les dessins de Jojo Lyon sont absolument dingues. J'en ai pas parlé des dessins de ce chapitre-là en particulier, mais il y a encore une fois des doubles pages qui sont absolument légendaires, des jeux de regard de fou furieux, un découpage incroyable, une perspective folle, hein, beaucoup de symbolisme dans le découpage, etc. Bref, Araki est toujours un aussi bon mangaka en termes de dessin, et il nous l'a prouvé une fois plus avec Jojo Lyon. Voilà, vraiment, c'était très très bien dessiné. Sinon, Jojo Lyon, c'est aussi une partie qui est extrêmement prenante du début à la fin malgré tout. Je pense particulièrement à la première partie du manga, où vraiment on a envie de savoir la vérité, on est happé, et vraiment où t'en viens à lire des tomes à la suite. Donc si t'as envie de savoir la vérité sur les origines de Josuke, c'est très très bien dosé. J'adore l'ambiance à la fois légère et sombre de la première partie, un peu à la Diamonds Unblockable, et puis après la deuxième, on monte en ambition, on monte en intensité dans la partie, et vraiment je trouve ça très très bien. Également, je trouve que c'est une partie qui est très ingénieuse, qui est remplie de bonnes idées, notamment sur les espèces imaginaires qu'elle développe. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'adore les espèces imaginaires qui sont développées dans JoJo. Évidemment, je pense aux Rods du stand de Rikiel dans Stone Ocean. Là, entre les hommes rochers, on est extrêmement servi, parce que les hommes rochers, c'est vraiment une espèce de fou furieux, qui a un rôle, une place hyper importante dans la société, qui sont vraiment détaillés pour ce qui concerne leur mode de vie. On voit même leur naissance, le délire avec les guêpes, etc. Mais je trouve que ça part tellement loin, et qu'à la fois c'est tellement du génie, c'est hyper imaginatif, les hommes rochers. C'est vraiment un concept que j'adore, et Araki s'est vraiment lâché là-dessus. Et moi, c'est vraiment une des choses que je préfère dans JoJo, quand des espèces imaginaires sont créées, sont développées, etc. Donc forcément, j'ai adoré ça, franchement. Et c'était vraiment un gros kiff là-dessus. Ça va aussi me permettre de parler du lore de Jojo Lyon, qui est très intelligent. C'est sans aucun doute le plus développé de JoJo, avec notamment un flashback absolument culte, je pense à
évidemment le flashback avec Josefumi et Kira. C'est un lore qui est très complexe, complet, avec énormément de choses à droite à gauche. Peut-être même qu'il était un peu trop complexe pour Araki, qui a peut-être oublié certains éléments en cours de route, mais ça reste un lore qui, malgré ses imperfections, était vraiment cool, vraiment complet. C'est un vrai plus d'avoir un lore hyper complet comme ça pour une partie, qui est franchement une des parties les plus complètes, si ce n'est la plus complète. Il y a vraiment plein de trucs à droite à gauche, plein de trucs sur lesquels on peut s'attarder, théoriser. Je pense qu'à chaque relecture de la partie, tu découvriras des nouveaux trucs, des nouveaux détails à côté desquels tu étais passé auparavant. Et je trouve que c'est très très bien fait, franchement. C'est vraiment un gros plus que cette partie. Elle est vraiment hyper complète. Et pour finir sur le lore de Jojo Lion, j'aime beaucoup les rattachements, les liens avec Steel Ball Run qui sont vraiment bons, vraiment bien foutus, intelligents, cohérents. Le fait de revoir certains personnages comme Lucy Steel en action, ça fait vraiment plaisir. Les liens qui lient la famille Joestar à Josuke, notamment avec Johnny, sa mort, etc. À chaque fois que Steel Ball Run est évoqué dans Jojo Lion, t'as des frissons. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement cohérent. Et franchement, ouais, voir SBR autant évoqué dans une partie qui se passe pourtant plus de 100 ans plus tard, j'ai trouvé ça particulièrement fort. On sent vraiment qu'Araki maîtrise son œuvre dans ce nouvel univers, et est vraiment GG pour ça. Par contre, c'est bien des gens à qui je ne dois pas dire GG, c'est la Shueisha, parce que putain, si la colorisation elle était belle au début, à partir du tome genre 20-21, ça devient vraiment extrêmement laid. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais genre le Endless Calamity en bleu et rouge dégueulasse, je le trouve absolument immonde. C'est n'importe quoi, Shueisha, vous avez très bien commencé. Jojo Lion, au début, la colo elle est vraiment superbe, mais avec le temps ça devient n'importe quoi et c'est extrêmement dommage. Surtout quand on voit à quel point la colo de SBR était réussie, donc vous forcez un peu la Shueisha, c'est dommage. Allez, avant-dernière chose, je tiens quand même à revenir sur l'introduction de cette partie, l'introduction de Josuke qui est vraiment culte. Comme à chaque fois vous allez me dire, mais je trouve que celle-ci, elle est particulièrement marquante, vraiment. Un Jojo amnésique qui sort d'un trou à poil, ça rivalise clairement avec l'intro de Jotaro et Josuke qui sont pourtant mes deux préférés. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est hyper bizarre. Araki, franchement, il a fait un truc de fou sur ce coup-là, ça te met directement dans le bain. T'es paumé, tu sais pas ce qui se passe, et je trouve que cette introduction, elle est clairement culte. Et évidemment dans mon top 3, si c'était même mon top 2 de mes introductions préférées de tous les Jojo, parce que franchement, elle est incroyable, elle est hyper culte, hyper originale, hyper délirante, vraiment, j'adore cette intro. Et évidemment, à la fin, je vous ai dit ce que j'en pensais dans la review, mais franchement, je trouve que c'est une fin qui est extrêmement émouvante, extrêmement bien mise en scène, avec un ton qui tape vraiment juste, et je trouve que c'est une grosse réussite. Je pense que la page finale, avec Josuke qui se lève pour prendre le gâteau, etc., elle veut dire beaucoup par rapport au propos du manga, par rapport à l'histoire de la famille Gashikata, par rapport à tout ça, et vraiment en termes de symbolisme, c'est assez fou comme fin, et je suis très content d'avoir pu assister à ça. C'est assez grisant comme sensation d'assister à la fin d'une partie de Jojo en temps et en heure, parce que dans tous les cas c'est bizarre d'assister à la fin d'une partie de Jojo parce qu'elles sont toujours assez spéciales et assez folles, mais les anciennes t'avais des vidéos, tu pouvais prendre un peu de recul pour les comprendre, pour bien les digérer, etc. Mais là, y a rien, la fin tu la vis directement brute comme ça, et ouais, ça surprend au début, mais avec du recul c'est vraiment une fin assez folle, et franchement ouais, expérience de fou, découvrir une fin en direct, c'était vraiment énorme. Bon, et bien voilà, j'espère que j'aurai été clair, que je serai pas trop parti à droite à gauche, même si c'est fortement possible vu le bordel que sont les parties en improvisation. Mais voilà, pour vous faire un petit résumé de mon avis sur la partie, je trouve que c'est vraiment genre une excellente partie. Elle aurait pu être plus que ça, elle aurait pu être légendaire avec quelques modifications, comme un méchant un peu plus développé et plus de réponses concrètes, mais voilà, ça reste très très bon, et peut-être que cette narration c'était une autre manière d'amener les choses, volontaire de la part d'Araki. Moi ça me touche pas spécialement, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'une relecture m'éclaircira grandement, notamment sur ce que raconte la partie, sur le message qu'elle fait passer, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, au vu des nombreux monologues, que ce soit du narrateur, de Yasuo, tout ça, ainsi que des derniers dires de Toru, la fin, les nombreux concepts qu'il y a, je pense qu'il y a vraiment un vrai message qui se cache dans Jojo Lion, et que ouais, ça doit même être rempli de plein de différents messages, plein de différentes thématiques, etc. Donc j'ai hâte de me pencher sur l'analyse de cette partie à l'avenir, et j'ai vraiment hâte de faire ma relecture quand on aura tous les tomes en France. Mon avis s'étoffera évidemment avec une relecture, mais vraiment ouais, un gros kiff, et ça m'aura vraiment fait kiffer de couvrir cette partie pendant ces 2 ans de review. Voilà, je peux le dire, ça fait 2 ans que je fais des reviews de Jojo Lion. La première c'était le tome 13, maintenant voilà, il reste 2 reviews de tomes et des reviews mensuelles de chapitres. C'est désormais terminé, franchement c'était un énorme kiff. Tous les délires qu'on a créés avec ça, l'instant Toru, les différentes théories, les commentaires que je lisais,
vos commentaires, vos avis, etc., vos débats, c'était un truc de fou. Découvrir les chapitres, en faire les reviews, les monter, les écrire, les enregistrer, tout ça en l'espace d'une journée à peu près, franchement, c'était très éprouvant, surtout cette review-là que vous regardez, parce que putain, j'ai été extrêmement rapide pour une review qui est extrêmement longue, mais sachez que vraiment, c'était un énorme kiff à faire, que j'ai adoré faire ça, et que, évidemment, si la partie 9 est une réalité, si Jojo Land est bel et bien la partie 9, comptez sur moi, évidemment, pour en faire des reviews. Je sais pas si je couvrirai l'intégralité de la partie 9, mais je vais essayer en tout cas de le faire jusqu'à temps que je puisse, jusqu'à temps que j'aurai encore du temps pour le faire. Comptez sur moi, et bien sûr d'ici un an, je pense, quand le tome 27 sera sorti en France, quand j'aurai fait ma relecture, je pourrai commencer à faire des chroniques jojoesques sur Jojo Lion, au moins une sur Toru et Josuke, en vrai je pense que c'est la base, et si j'ai la motivation et le temps, pourquoi pas sur Jobin, sur les hommes rochers, etc. Enfin, il y a énormément de matière sur Jojo Lion, parce que c'est vraiment une partie qui est extrêmement complexe, comme j'ai pu le dire. Et ouais, franchement, j'ai hyper hâte de tout ça. Hâte d'analyser plus en profondeur cette partie, vraiment excellente, qui m'aura déçu sur quelques points, mais franchement, c'est pas grave, c'est rien face à la grandeur de l'intégralité de cette partie. Encore une fois, folle, elle dégage un truc vraiment assez fou. Et bref, voilà, je commence à me répéter, mais vraiment, je suis tellement heureux d'avoir suivi cette partie, bordel. Araki est trop fort, j'aurais pu faire des rencontres de fous furieux autour de cette 8ème partie de Jojo, autour de ces reviews, etc. Enfin bref, là c'est l'instant émotion, je commence un peu à me répéter parce que je suis vraiment sous le coup de l'émotion pour le coup. Donc je vais m'arrêter là avant que je parle pendant 10 ans. Bref, allez sur ce, encore une fois, merci à tous. On se donne rendez-vous pour l'avenir, voilà, peut-être qu'il y aura sûrement une petite pause de la chaîne en septembre, parce que c'est la reprise, mais voilà, les reviews de la partie 9, les nouvelles chroniques, ça arrivera. On se donne rendez-vous du coup pour la suite de cet incroyable manga. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et pour la dernière fois, n'oubliez pas que Jojo Lion, c'était quand même vachement bien, bordel.